90%, 95%, on voit partout ces rendements spectaculaires pour les VMC double flux. C'est vrai que ça fait rêver. Ça promet des économies d'énergie gigantesques juste en récupérant la chaleur de l'air qu'on jette dehors. Mais est-ce que ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, nous dit vraiment tout? Et si une partie de ces belles économies était en fait grignotée en douce par un coût caché? Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Ce chiffre de rendement, il n'est pas faux, hein. Il est certifié, il est mesuré en labo et il est techniquement exact. Le problème, c'est qu'il ne représente qu'une seule pièce du puzzle. C'est un peu comme juger une voiture uniquement sur sa vitesse de pointe, sans regarder sa consommation. C'est une info juste, oui, mais terriblement incomplète. Prenons un exemple très concret, la Brinkflair 325, qui est un modèle assez connu. Elle affiche un rendement de 91% certifié par le Passive House Institute, qui est quand même une référence, et même 95,4% selon la norme française. Ces chiffres y prouvent bien une chose, son échangeur de chaleur fait un boulot absolument exceptionnel pour transférer la chaleur d'un flux d'air à l'autre. Ok, donc la performance est là. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette performance de laboratoire va se traduire, comme par magie, par une facture d'énergie plus légère à la fin du mois? Eh bien, comme on va le voir, la réalité, elle est un peu plus complexe que ça. Avant d'aller plus loin, juste un petit rappel hyper rapide sur le principe de la VMC double flux. Sa mission est double. 1. Renouveler l'air de la maison pour qu'il soit sain, et 2. Le faire en gaspillant le moins de chaleur possible. Pour ça, le système gère deux flux d'air en même temps, mais qui ne se mélangent jamais. D'un côté, il aspire l'air vicié, c'est-à-dire l'air chaud et humide, des pièces comme la cuisine ou la salle de bain. Et de l'autre, il insuffle de l'air tout neuf, qui vient de dehors, dans les pièces de vie, le salon, les chambres. Et c'est là que ça devient intéressant. Au cœur de la machine, dans l'échangeur, ces deux flux d'air se croisent sans se toucher. La chaleur de l'air chaud qu'on expulse est captée et transmise à l'air froid qui rentre. Résultat, l'air neuf qui arrive chez nous est déjà préchauffé, et ça gratuitement, juste avec l'énergie qu'on s'apprêtait à jeter. C'est de là que vient ce fameux rendement de 95%. Bon, maintenant qu'on a reposé les bases, entrons dans le vif du sujet. Le transfert de chaleur est super efficace, ça c'est un fait. Mais pour faire bouger tout cet air, il faut des ventilateurs. Et ces ventilateurs, eh bien, ils tournent à l'électricité. Et vous allez voir que parfois, ils en consomment beaucoup, beaucoup trop. Pour comprendre pourquoi, il faut parler d'un concept essentiel, les pertes de charge. Ce terme a l'air un peu barbare, mais en fait, l'idée est toute simple. C'est juste la résistance que l'air rencontre sur son parcours. Imaginez que vous soufflez dans une toute petite paille. Il faut forcer, non? Maintenant, imaginez souffler dans un gros tuyau. C'est beaucoup plus facile. Pour l'air dans les gaines, c'est exactement la même chose. Et la conséquence, elle est directe et sans pitié. Plus le réseau de gaines impose de résistance, à cause de coudes trop serrés, de gaines trop petites, de filtres encrassés, plus les ventilateurs doivent se démener pour maintenir le bon débit d'air. Et des ventilateurs qui forcent, c'est une consommation électrique qui s'envole. Ce graphique montre très bien d'où vient cette résistance. Il y a ce qu'on appelle les pertes de charge internes, qui sont liées à la machine elle-même, les filtres, l'échangeur. Et puis, il y a les pertes de charge externes, qui dépendent de tout le réseau de tuyaux qu'on a installé, sa longueur, son diamètre, le nombre de virages. Ce qui est super intéressant ici, c'est ce qu'on appelle le point de fonctionnement. C'est le point de rencontre entre la force que peut fournir le ventilateur et la résistance du réseau. Si le réseau est mal conçu et oppose beaucoup de résistance, ce point se déplace. Et on voit que le ventilateur doit consommer beaucoup plus d'énergie pour un résultat parfois moins bon. C'est là que se trouve le piège. Bon, à cette théorie, passons aux chiffres. Parce que les chiffres, eux, ils ne mentent jamais. Une étude de Bruxelles Environnement a mesuré la conso du même système dans 2 cas de figure. Sans aucune régulation, quand il tourne à fond tout le temps, la consommation annuelle explose, plus de 1000 kWh. C'est énorme. Maintenant, avec une régulation intelligente qui adapte la vitesse en fonction des besoins réels, on tombe à 378 kWh. La différence ? 74% en moins sur la facture d'électricité juste pour la ventilation. C'est colossal. Et ce gain, il ne vient pas d'un meilleur échangeur, non. Il vient uniquement d'une conception plus maligne du système et d'une meilleure gestion des ventilateurs. Et voilà, on arrive au paradoxe dans toute sa splendeur. On peut avoir une machine incroyable qui nous fait économiser, disons, 2000 kWh de chauffage par an. Génial! Mais si à côté le réseau est mal fichu et que les ventilateurs surconsomment 1000 kWh d'électricité pour compenser, eh bien le gain réel vient d'être coupé en deux. D'un coup, la belle étiquette à 95% de rendement, elle paraît bien moins intéressante. Alors, la question c'est: comment on fait pour que la promesse du rendement devienne une réalité sur la facture? En fait, il suffit d'éviter quelques erreurs très classiques. Erreur numéro 1, être hypnotisé par le chiffre du rendement. On l'a vu, il ne fait pas tout. Deuxièmement,
négliger la conception du réseau. Des gaines trop petites ou des coudes à angle droit, c'est la recette parfaite pour une surconsommation. Et enfin, troisième erreur, prendre une machine trop juste en taille. Une VMC un peu plus grosse qui tourne tranquillement sera toujours plus économique qu'une petite qui est constamment à fond. Donc en résumé, comment on évalue vraiment la performance d'une VMC double flux? Le point clé, le truc à retenir, c'est ça. La performance réelle, c'est un bilan. C'est l'énergie qu'on a économisée en chauffage, moins l'énergie électrique que les ventilateurs ont consommée. On ne peut pas regarder l'un sans regarder l'autre. Donc, la prochaine fois qu'on se retrouve devant une fiche technique, voici la petite checklist à avoir en tête. D'abord, on arrête de fixer le gros pourcentage. Ensuite, on cherche la consommation des ventilateurs en watts. Et enfin, on pose la question du pro. Quelle est la consommation de cette machine pour déplacer X mètres cubes par heure avec telle résistance? Ça, c'est la vraie mesure de l'efficacité. Finalement, on pourrait dire que le rendement de l'échangeur, c'est une promesse. Mais c'est la qualité de tout le système, la machine et le réseau de gaines, qui va définir la réalité de ce qu'on va payer à la fin de l'année. La vraie question est donc, est-ce qu'on est prêt à regarder un peu plus loin que l'étiquette pour faire des choix vraiment, vraiment performants?